Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le débrief de la première étape du Tour de l'Under. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé du côté de cette journée avec le résumé de l'étape. On parlera également des tops, des flops. On fera un petit point également sur les deux blessés du jour. Et oui, dès la deuxième journée de course de l'année, on a eu quand même deux chutes. Une chute, alors Mayhofer, je ne l'ai pas vue, et il semblerait que moi j'ai vu la deuxième, celle du coureur de la Bahreïn. Mais on reviendra là-dessus également du côté de cette étape, et puis on parlera des tops, des flops, comme d'habitude. Du côté de ces débriefs, on fera un point également sur le classement de cette journée en fin de vidéo, et sur l'étape de demain. Étape qui sera pas facile, avec notamment le corkscrew qui sera au programme. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche. Comme ça, vous êtes au courant des dernières vidéos qui viennent de sortir. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Vous pouvez également booster cette vidéo. Ça, c'est sur mobile. Les super thanks, c'est dans les commentaires. Et c'est à côté du bouton pouce bleu, gratuit 3 fois par semaine. Et puis, les compteurs sont remis à 0 le dimanche soir à minuit. Vous pouvez rajouter la petite cloche. Faites attention quand même de bien vérifier que vous êtes abonné, de bien vérifier si vous pensez avoir la petite cloche qu'elle est bien activée. Et surtout, faites attention, au mois de janvier, beaucoup de vidéos. Donc il se peut que YouTube ait un peu du mal à gérer au niveau des notifications. Donc n'hésitez pas à faire un petit tour également du côté des différentes playlists. Il y a notamment une playlist Cyclisme 2026 qui regroupera tous les débriefs de la saison. Et vous avez une playlist spéciale Tour de l'Under 2026 également. On commence tout de suite par le débrief de l'étape du jour. Et puis il y a une playlist également sur les épreuves World Tour, les courses par étape World Tour. Voilà, comme ça, sur toutes les épreuves World Tour par étape qu'on débriefe sur l'année. L'étape du jour, c'était l'étape de Tanunda. Alors, contrairement aux années précédentes, on prenait la montée dans le sens inverse des années précédentes, donc la montée est un peu plus facile. J'avais pas l'information hier, donc je vous l'avais pas transmise. J'ai eu l'information tardivement hier soir, vers 21h30, 21h45. La vidéo était déjà en ligne depuis quelques temps. Mais voilà, la montée de Tanunda était dans l'autre sens, donc c'est pour ça que moi j'avais le souvenir d'une descente qui était très technique, mais en fait c'était la montée cette fois-ci. Donc voilà, c'était moins difficile de ce côté-là. Une journée qui a plutôt été calme dans l'ensemble, c'est-à-dire qu'on a eu un schéma de course classique, une échappée, reprise dans les derniers kilomètres. Il n'y a pas eu vraiment de grandes surprises du côté de cette journée, à part voilà les chutes, les deux chutes qui ont marqué cette étape. Une que je n'ai pas vue, encore une fois, et une autre, je pense l'avoir vue. Enfin, j'ai vu une deuxième chute, mais je ne sais pas si c'était ce coureur-là qui était incriminé. J'ai voilà un petit doute sur un élément au niveau de ce coureur. Bon, on commence avec le début de journée. Eh bien, première attaque du jour, c'est un coureur de la Uno X qui a fait cette première attaque de la saison avec Martin, en World Tour, Martin Orienstad Bugge, coureur de la Uno X, qui va être suivi par Guillaume Martin. Ils seront rejoints au kilomètre 118 par Marco Brenner. Il y a bien une tentative de Michael Zillart de rentrer en compte, mais celle-ci n'a pas fonctionné. Donc c'est Marco Brenner qui a rejoint ce groupe de tête. Donc on se retrouve à voir Martin Orienstad Bugge, Guillaume Martin et Marco Brenner. Sauf que derrière, eh bien la UAE roule. Pourquoi la UAE roule ? Car il y a un sprint intermédiaire en tout début de journée, dans les 15 premiers kilomètres. Et autant vous dire qu'avec 3 secondes de bonification, Narvaez a un intérêt à tenter de récupérer des points, surtout avec sa pointe de vitesse. Donc c'est pour ça qu'il y a eu un combat en début de journée, et ça a fonctionné pour Narvaez, car à 109 km de l'arrivée, donc après 11 km de course au sprint intermédiaire, c'est Narvaez qui passe en tête, et surtout, il fait la bonne opération du jour, parce que Narvaez s'impose sur ce sprint intermédiaire devant Zailard, et en 3, c'est Molano. C'est-à-dire qu'un Mauro Schmidt, par exemple, n'a pas marqué de points et n'a pas pris de secondes de bonification. Un Nicolas Prodhomme, par exemple, n'a pas pris de secondes de bonification. C'est quand même la bonne opération
du jour. Juste après ce sprint intermédiaire, nouvelle attaque de Martin Urienstad Bugueux, qui sera la bonne pour créer la bonne échappée du jour. Il sera rejoint ensuite par deux Groupama FDJ United, Enzo Palini et Guillaume Martin de nouveau. Au 88 km de l'arrivée, l'échappée à 2 minutes 30 d'avance et nous avons une première chute avec notamment Michael Léonard et Pietro Matteo, le jeune coureur de la Visma Lease Bike. Premier grimpeur à 70 km de l'arrivée, eh bien c'est Martin Urienstad Bugueux qui passe en tête. Il va prendre les points des 3 difficultés du jour. Et je me dis à ce moment-là, est-ce que c'est pas une mauvaise opération du côté de la Groupama FDJ United avec Guillaume Martin? Et puis après, je me rappelle que oui, il y a encore 2 sprints intermédiaires, possibilité de reprendre un petit peu de secondes de retard par rapport au prologue, mais bon, est-ce que véritablement on mise sur le fait que ce coureur-là pourra faire mieux que top 15 sur cette épreuve? Voilà, est-ce que des fois il faudrait pas mieux aller chercher un maillot de meilleur grimpeur, mais en sachant que sur cette épreuve, le top 15, ça vaut des points UCI, le maillot de meilleur grimpeur n'apporte pas de points UCI, ça n'apporte des points UCI que sur les grands tours. L'écart max pour l'échappée, ça sera aux alentours de 3 minutes. Et puis ensuite, l'écart va décroître. On va avoir une crevaison de Mayhofer. Ensuite, on va avoir le deuxième sprint intermédiaire à 52 km de l'arrivée. Là, c'est Guillaume Martin qui passe en première position. Et à 45 km de l'arrivée, eh bien, au grimpeur numéro 2, c'est de nouveau le Uno X, donc qui passe devant, comme je vous l'ai dit, il a remporté les 3 classements de la montagne. À 42 km de l'arrivée, gros crash pour un coureur on est dans une descente, on est dans la descente de cette montée sur cette étape de Tanunda, une montée que l'on prenait à 3 reprises, et une chute assez importante. Alors c'est là où c'est un petit peu compliqué pour savoir quel coureur est incriminé sur cette chute, car on n'a eu qu'une image d'hélicoptère ensuite. Et j'avais l'impression que moi c'était le coureur de la Bahreïn Victorious, donc Max van der Meulen, parce que le maillot correspondait à celui de la Bahreïn, sauf que ensuite, il semblerait qu'il y avait un vélo avec un petit peu de rouge dessus. Et ça, c'est caractéristique du BMC de la Tudor. Il y a eu 2 abandons aujourd'hui, pas de chance, c'est Van der Meulen et Mayhofer. Moi, j'ai l'impression que c'est Van der Meulen sur la chute par rapport à la couleur du maillot, mais se méfier quand même. Après, peut-être les 2 ont été impliqués sur la même chute. Moi, j'ai vu un coureur tomber, il y a peut-être eu les 2 en même temps. Ça, on n'a pas l'information du côté du Tour de Lander, et surtout, la caméra était assez mal positionnée. Bilan des courses quand même sur ces 2 coureurs qui sont tombés. Hop là, je retrouve la traduction. J'ai fait Google Trad. Donc, du côté de Marius Mayhofer, il a été victime de fractures à la clavicule droite, à l'omoplate droite et aux côtes. Donc ça, à cette période-là de l'année, déjà une période d'indisponibilité qui va être assez longue, mais c'est encore plus problématique à cette période-là de l'année où on consolide sa forme pour la suite de sa saison. C'est là où on fait la base un petit peu de sa condition physique. Et puis Max van der Meulen qui a également chuté lourdement, qui a été transporté à l'hôpital en ambulance. Il était conscient, selon son équipe, quand il communiquait pendant le trajet. Il a subi des examens, notamment un scanner cérébral qui n'a révélé aucune hémorragie. Aucune fracture n'a été constatée également, mais de multiples éraflures et contusions. Donc s'il n'y a pas de problème au niveau commotion cérébrale, normalement il devrait revenir rapidement. Donc peut-être même les courses en Australie de la semaine prochaine. On poursuit avec le résumé de l'étape. À 39 km de l'arrivée, l'écart diminue fortement. Il n'y a plus qu'une 0,7 d'avance. Et à 30 km de l'arrivée, il n'y a plus qu'une 0,7 d'avance. J'écris toujours aussi bien. L'écart qui va diminuer. Ensuite, encore plus.
Dernier sprint intermédiaire, Guillaume Martin va prendre les secondes de bonification, puis ensuite il va lâcher ses petits compagnons d'échappée, qui ne sont plus que 2, et à 18 km de l'arrivée, l'écart descend sous les 30 secondes. Il reste encore un classement de la montagne qui va être remporté par Martin Urienstad Bugueux, qui va ensuite lâcher Enzo Palini, qui fera 5-6 km seul, mais avec une vingtaine de secondes d'avance. Il sera repris à 7 km de l'arrivée, Enzo Palini. Derrière, le peloton est plutôt groupé avec des équipes à l'avant. On voit notamment les maillots de la EF, on voit les Quick Step, on voit également les Visma Lease Bike. Et puis on rentre à 1 km 200, 1 km 300 de l'arrivée, une courbe sur la droite. À ce moment-là, c'est plutôt la Visma qui est devant, mais qui prend le virage par l'extérieur et qui va se faire enfermer à ce moment-là, notamment par un groupe qui est emmené, une petite file qui est emmenée notamment par un coureur d'Astana, puis un coureur de NSM, et derrière, vous avez les décathlons avec les 2 coureurs du côté donc de la décathlon, donc c'est Andresen et Gurmerstad. Et Gurmerstad va lancer idéalement son coéquipier. Il va ensuite mal s'écarter, on y reviendra un petit peu plus tard. Et c'est Tobias Lund Andresen qui s'impose pour cette première victoire de la saison sous ses nouvelles couleurs de décathlon CMA CGM. Je vais réussir dans le bon ordre. Et il s'impose devant Matthew Brennan qui revient fort, très fort de l'arrière, et Sam Welsford, le coureur de la Ineos Grenadiers, qui est un petit peu enfermé le long des balustrades pendant tout son sprint. Donc voilà, c'était le résumé de cette étape qui a été assez calme quand même dans la réalité. Il s'est pas passé énormément de choses. Dommage pour les 2 coureurs qui sont tombés, parce que c'est vrai qu'à cette période-là de l'année, c'est toujours problématique, et notamment pour Merhofer, parce que c'est quand même une grosse chute. Enfin, un bilan qui est quand même assez important pour le coureur de la Tudor. Allez, on regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou. Avant de passer du côté des coureurs au top, j'ai oublié de parler de Guillaume Martin, parce que j'ai vu quelques personnes critiquer sur Twitter, quel est le terme de la critique, le fait que Guillaume Martin parte en échappée ce matin. Alors, c'est quand même oublié, Guillaume Martin, quand il a fait des bons classements généraux, souvent il est parti en échappée quand même. Ça a toujours été un coureur qui était quand même très baroudeur. Est-ce que c'est une nouvelle stratégie du côté de la Groupama FDJ? Après, vous avez des coureurs comme Ciccone, qui partent énormément en échappée, ça pose pas de problème non plus. Donc, mais voilà, certains étaient presque surpris qu'il parte en échappée en disant il est presque réduit à ça. Mais Guillaume Martin, quand il était chez un Intermarché, qui s'appelait pas Intermarché à l'époque, mais quand il était même chez Cofidis, est souvent parti en échappée, parfois même pour faire du classement général. Donc ça serait bien que certains n'aient pas trop la mémoire courte, surtout quand vous lancez ce genre d'affirmation. On commence tout de suite avec les coureurs au top, bien entendu, du côté de la Décathlon CMA CGM. Je rappelle juste que les maillots que vous allez voir sont les maillots de l'an dernier, parce que pour l'instant, je vous rappelle que je prends les maillots de l'UCI, sauf que l'UCI ne les a toujours pas sortis. Voilà, ils mettent toujours un petit peu de temps, donc en ce début d'année, voilà, en ce mois de janvier, je pense, en février, ça sera réglé. On aura les maillots de la saison dernière. Donc du côté de la Décathlon, on a très bien joué. On a très bien joué parce que à 5 bandes de l'arrivée, c'était quand même mal embarqué. Ils étaient derrière, en fait, ils étaient côté droit de la route. Ils étaient derrière le train de la Quick Step. Et ils étaient en deuxième épaisseur. Ils étaient vraiment derrière le train de la Quick Step. Et il n'y avait pas trop de trous. C'est-à-dire que vous aviez d'un côté les Visma, vous aviez Ineos. Il y avait parfois un Alpecin qui traînait, des UAE qui traînaient aussi à l'avant il y avait Jevine notamment qui a bouffé du vent pour Narvaez aujourd'hui. Il y a Jenson Prowright qui était aussi à l'avant. Et puis vous aviez de l'autre côté en gros Quick Step. Il y avait les EF aussi à un moment qui étaient à l'avant mais qui se sont fait manger vers 4 km de l'arrivée.
Et à 2 km, ils sont toujours derrière les Quick-Step. Ils sont toujours coincés derrière ce train où il y a les NSM qui ont réussi à remonter à ce moment-là, mais ils sont toujours derrière. Et ils vont profiter de ce virage aux alentours d'1 km 2, 1 km 300 de l'arrivée. Ils prennent pas forcément le virage hyper bien, sauf qu'ils sont à l'intérieur du virage. Visma, ils le prennent vite, mais ils sont à l'extérieur. Ils perdent de la vitesse en sortie du virage, ce qui fait qu'ils ont du mal à remettre du rythme. Au centre, Ineos est bien. Ineos va démarrer, on va dire à 800 mètres, vraiment son train qui se met en place avec les étages au fur et à mesure pour lancer à ce moment-là Welsford, notamment avec un Samuel Watson qui a mis des coups de coude un petit peu dans tous les sens. Ça, il faudra y revenir parce qu'il y a eu assez peu de sanctions sur ce sprint. Et à l'intérieur, vous avez les décathlons, mais les décathlons, il y a un Astana devant eux et un NSN qui doit être Jack Stewart. On se dit à ce moment-là, ça va être compliqué pour faire un bon sprint. Sauf que le Astana, il les remonte parfaitement. Derrière, le NSM, Jack Stewart, va commencer à faire son sprint, va lancer son sprint, ce qui va créer une vague qui va faire que eux qui étaient côté droit vont se rabattre côté gauche. À partir de ce moment-là, Welsford se retrouve vraiment le long des balustrades. Brennan, lui, est dans la boule depuis le virage et n'arrive pas à trouver l'ouverture. Et Van Poppel aussi, mais commence à être enfermé, Van Poppel. Là, une fois que Coco a lancé son sprint, derrière c'est Gumerstad. Alors c'est quand même incroyable que Jack Stewart se soit pas aperçu qu'il y avait personne derrière lui. Là, il y a eu un problème d'organisation du côté de chez NSM pour Ethan Vernon. Et donc derrière, Gumerstad, lui, il avait bien vu qu'il avait dans sa roue, c'était Andresen. Il lance parfaitement pour Andresen, mais il avait déjà très très bien lancé des sprints pour Sam Bennett à l'époque. Et après derrière, Andresen, il finit parfaitement le travail, même si Brennan remonte sur la fin, Welsford est un petit peu bloqué, et Van Poppel a été gêné quand même par Tord Gumerstad. On va revenir quand même sur ce sprint sur certains points. Andresen, très belle victoire, ça permet de très très bien démarrer l'année du côté de ce coureur, et ça permet de voir que la doublette avec Gumerstad, elle marche très bien. Alors après, Gumerstad, ça marchait déjà pas mal avec Sam Bennett, sauf sur le Giro où il y avait eu des fois il était lancé un peu trop tôt, Sam Bennett, mais là c'était quand même pas mal de ce côté-là. Et puis Andresen, il a fait vraiment un super job. Va falloir faire attention parce que est-ce que cette victoire-là va pas totalement le débloquer, Andresen? On pense, nous, que c'est Olaf Koy qui sera le sprinter numéro 1. Andresen, il a montré aujourd'hui que c'était quand même pas mal. Donc il faudra quand même se méfier sur les premières sorties, notamment d'Olaf Koy. Par contre, j'ai été très surpris par ce sprint, le faible nombre de sanctions. Le faible nombre de sanctions, parce que Gumerstad, pour moi, il gêne Van Poppel. La manière dont il s'écarte, elle est pas correcte. Surtout qu'il a de la place vraiment pour s'écarter à droite. Hein. Il a de la place, il s'écarte en plein milieu, alors qu'il a de la place à droite pour s'écarter. Et il gêne, pour moi, Van Poppel. Pour moi, il gêne Van Poppel. Van Poppel est bloqué dans son sprint. Et le coureur qui était derrière Van Poppel, je sais plus qui c'était, le coureur qui était derrière Van Poppel, ça devait être Ethan Vernon. Ouais. Ça doit être Ethan Vernon qui est également bloqué. C'est pas le mec australien. Donc ça doit être Ethan Vernon qui est aussi bloqué par Tord Gumerstad. Donc là déjà pour moi, il doit y avoir sanction. Normalement, on a vu des mecs se prendre des cartons jaunes, donc c'est assez surprenant. Et Samuel Watson, parce que la manière dont il a mis des coups d'épaule et voire il a failli envoyer des mecs dans le fossé vers 500 mètres de l'arrivée, 500 mètres de l'arrivée, c'est pas normal. Donc normalement, lui aussi aurait dû être sanctionné. Et je suis assez surpris parce que l'an dernier sur le Down Under, on se souvient que Van Poppel et Pittia avaient été sanctionnés pour des faits qui n'étaient, je pense, pas aussi graves que ce qu'a fait Samuel Watson. Donc je suis assez surpris que Watson n'ait pas été sanctionné, vraiment. Et pour moi, Tord Gumerstad, ça doit être sanctionné aussi parce que je commence à en avoir. Pour moi, c'est à la limite de l'anti-sportif, en fait, ces actions où vous avez les poissons pilotes qui ne s'écartent pas correctement. Donc je pense qu'on aurait pu quand même avoir 2 biscottes
ce soir, et je suis assez surpris qu'il n'y a pas eu de biscottes, parce que l'an dernier, ils les avaient donnés assez vite, hein, les biscottes sur le Down-Under. Ils en avaient donné beaucoup. Alors, est-ce que c'est parce que Gumerstad, le seul qui l'a gêné, c'est Van Poppel, et qu'en gros, on se souvient qu'à une époque, quand Boigny était gêné, tout d'un coup, il n'y avait pas de sanction, alors que quand lui gênait des coureurs, il était dans l'œil du cyclone. Donc, est-ce que c'est le problème de Van Poppel? Mais bon, Samuel Watson, moi je trouve que les actions de Samuel Watson, ça doit être sanctionné, parce que là, c'était extrêmement dangereux. Donc, c'était un sprint où ça a été un vrai combat, parce que même Andresen, hein, il a dû un peu, alors il n'a pas joué des coudes, mais il a imposé son physique, voilà, pour pas perdre la roue de Gumerstad, parce qu'il y en a plus d'un qui aurait voulu récupérer la roue de Gumerstad, et il a fait un peu le... Enfin voilà, il a dit, je suis Andresen, je suis là, j'impose mon physique. Mais c'est fait de manière plutôt propre. Ça gêne pas le sprint des autres, en gros. Alors que Watson, Molano, il redémarre pas derrière, par exemple. Donc là, il y a un vrai problème sur cette action-là, pour moi, je trouve, du côté de ce qui s'est passé sur ce sprint. On verra s'il y aura des sanctions peut-être demain, mais pour l'instant, il n'y en a pas eu. Normalement, les sanctions, c'est quand même dans les 2 heures après l'arrivée de l'étape, hein, on va dire ça en réalité. Hein. C'est pas 5 heures après. Autre coureur que j'ai trouvé intéressant aujourd'hui, donc après Andresen, c'est Mathieu Brennan. Certes, son train s'est fait avoir. Je pense qu'ils avaient peut-être mal repéré l'angle du virage, mais ils se sont fait vraiment avoir à l'extérieur. En fait, c'est pas l'entrée de virage. Ils prennent plutôt bien la première partie de virage correctement. Ils ont eu beaucoup de mal, c'est sur la sortie de virage. Ils ont perdu pas mal de vitesse sur la sortie de virage. Et là, c'est vrai qu'après Brennan, il se retrouve dans la boule. Forcément, quand vous êtes dans la boule, il y a un moment, il faut trouver l'ouverture. Il trouve l'ouverture, mais trop tard. Par contre, il dépose Vernon, il dépose Van Poppel, et sur la fin, il n'aurait pas fallu 100 mètres de plus parce que il dépassait Andresen et il gagnait l'étape aujourd'hui. Ce qui lui a manqué, c'est ce train qui faisait vraiment bien le travail dans le final. Après, il faut quand même rappeler que chez Visma, on n'est pas sur l'équipe A. Vraiment, je pense qu'on n'est pas sur les mecs qui accompagneront peut-être Mathieu Brennan sur la plupart de ses sprints. On est sur une équipe où, encore une fois, comme je dis, en début de saison, Visma, les Laporte, Van Aert en plus il est blessé, mais les Laporte, Vingegaard, toutes les stars de cette équipe, normalement on ne les verra pas avant mi-février. C'est une équipe qui a tendance à faire démarrer ces gros coureurs assez tardivement. Donc je pense qu'ils arriveront bien plus tard. Donc Brennan devra se contenter, on va dire, de ce train-là dans les prochains jours. Donc c'est peut-être ce qui a manqué aussi à Brennan, c'est un train un peu plus qualitatif que ce qu'il a pu avoir aujourd'hui, mais par contre physiquement il est déjà costaud, il faudra s'en méfier sur les prochains sprints parce que la manière dont il est revenu sur la deuxième, vraiment sur les 50-100 derniers mètres de ce sprint, sur la toute fin de ce sprint, c'est le plus rapide, il arrive vraiment en survitesse, donc là très impressionnant de ce côté-là. Et puis Van Poppel également très fort aujourd'hui, Van Poppel parce que il se fait vraiment arrêter par Gumerstad aujourd'hui, Van Poppel. Il est vraiment bloqué dans son sprint. Et il arrive quand même à bien relancer parce qu'il perd quand même pas mal de vitesse. Alors Vernon est encore plus gêné par Gumerstad que Van Poppel, mais c'est quand même une vraie gêne qu'a eu Danny Van Poppel à ce moment-là. Et après, il faut réussir à se relancer, hein. Quand vous êtes déjà à 55-60 km/h, faut réussir à relancer la machine. Et là, je trouve qu'il a été très très bon. Alors forcément, il se prend un éclat par Mathieu Brennan, mais je pense que s'il n'avait pas été gêné, il aurait été dans le match aussi. Hein. S'il n'avait pas été gêné, il aurait été dans le match avec Welsford et avec Andresen pour le sprint. C'est vraiment sur cette phase-là où il perd 10 mètres. Dommage également, c'est qu'on n'a pas beaucoup vu le train de la Red Bull Bora sur ce sprint. Ils étaient très loin à 5 bandes de l'arrivée. Donc ça aurait peut-être été bien également d'être un peu plus devant au niveau du sprint, mais en même temps, ils veulent aussi, je pense, protéger Finn Fisher Black, peut-être pour le classement général final. Et puis Narvaez,
Oui, bah Guillaume Martin a pris 6 secondes de bonif, mais bon, ça a permis de récupérer, on va dire, le temps perdu hier sur le prologue. Narvaez, lui, il remonte quand même dans le match au niveau du classement général grâce à cette ces deux sprints intermédiaires, grâce à ce premier sprint intermédiaire, pardon, ce qui lui a permis de reprendre 3 secondes du côté de Jonathan Narvaez, ce qui lui permet d'être désormais à 7 secondes au classement général. Alors certes, il y a toujours Mauro Schmidt qui est à 6 secondes, Jevine à 5 secondes, mais il est dans le top 3, on va dire, de ceux qui joueront la gagne sur ce Tour de l'Under, en sachant que je crois peu en Jevine pour jouer la gagne. Voilà, sur ce Tour de l'Under, je mise plutôt sur Narvaez. Du côté de chez UAE, surtout qu'on l'a vu quand même pas mal bouffer du vent, Jevine, sur la fin de cette étape. Donc c'est plutôt bien joué par Narvaez d'avoir dit à son équipe, on va contrôler les 15 premiers kilomètres. Et puis on va essayer de bien jouer ce sprint intermédiaire avec Molano qui prend la 3e place. Et au final, il perd du temps que sur Zillard. Ouais, mais Zillard, c'est pas le coureur le plus dangereux en montagne, très clairement, pour notre ami Narvaez. Donc c'est plutôt très très bien joué par l'Équatorien sur cette étape, s'il veut aller chercher la doublette. Désormais, Jonathan Narvaez, mais bon, sprint intermédiaire aujourd'hui. Voilà pour lui et bonne stratégie. Eh bien, je vous ai dit une bêtise. Il y a eu le premier carton jaune. Voilà, non, c'est que ça vient d'arriver à 14h au moment où j'enregistre cette vidéo. Le premier carton jaune, il est pour Tord Gumerstad, mais pas pour le sprint. C'est parce qu'il a célébré la victoire de son équipier avant d'avoir passé la ligne d'arrivée. Donc, voilà. Mais il a pris une biscotte. Pour moi, la biscotte était plutôt légitime sur le fait d'avoir gêné ses adversaires, mais bon. L'UCI a décidé que gêner un adversaire était moins grave que de célébrer la victoire d'un équipier. J'adore toujours les priorités de l'UCI au niveau de la sécurité. Bon, on passe au bonnet d'âne du jour. Alors encore une fois, il faut relativiser les bonnets d'âne du jour. On est sur un premier sprint, une première étape en ligne, donc on est encore loin de la fin de saison, très clairement, et on est encore loin du pic de la saison au niveau physique, donc ça a peut-être pu jouer pour ces coureurs. Je commence avec Lamperti. Oui, c'est vrai que du côté de Lamperti, on pouvait s'attendre à mieux aujourd'hui du coureur américain, tout simplement parce que ces 2 saisons chez Soudal Quick-Step n'ont pas été exceptionnelles. Je rappelle que quand il arrive chez Soudal Quick-Step, normalement, Magnier doit être à son service sur les sprints. C'est Lamperti qui doit être numéro 1. Au final, en 2 ans, il n'a gagné qu'une seule course. Je crois que c'était sur le Tour de République tchèque, mais c'était pas une des courses majeures du calendrier. Et c'est vrai que Lamperti, je me disais, arrivé chez UF, il va y avoir de la motivation pour ce coureur qui va peut-être vouloir quand même taper un résultat aujourd'hui, encore plus que maintenant il est chez UF, qui est une équipe américaine, et ça fait depuis très longtemps que chez UF, dans les équipes de Jonathan Vaughters, depuis Tyler Farrar, on n'a pas eu un sprinter américain. Et je pense qu'il y a l'envie quand même de pousser pour avoir des résultats avec ce coureur-là. Mais le problème, c'est que la EF, elle est très bien à 5 bandes de l'arrivée et elle disparaît complètement après derrière. C'est-à-dire que la EF, elle est avec la Visma, avec la Ineos, vers 6-5 km de l'arrivée. Puis ensuite, à 3 bandes de l'arrivée, ils ont complètement disparu, ils se sont fait complètement manger du côté de l'équipe américaine, qui n'est pas habituée tant que ça à faire des trains pour les sprints. Ok, ils ont Vandenberg, mais bon, parfois Vandenberg, il doit se débrouiller seul. C'est pas l'équipe qui est la meilleure quand même pour faire des trains pour des sprinters. Et là, je pense qu'ils doivent se coordonner du côté de l'AEF. S'ils veulent aider Lamperti dans le futur, il va falloir quand même l'entourer un peu mieux que ça, parce que après, il se retrouve lui aussi dans la boule avec Brennan. La différence, c'est que Brennan, il a quand même pas mal de confiance depuis l'an dernier, et que Lamperti, pour l'instant, c'est encore un peu compliqué, et surtout, il n'a pas eu de résultat du côté des épreuves avant le Tour. L'avantage, c'est que Lamperti est 10e de cette étape, mais c'est vrai que je pense qu'il aurait préféré un peu mieux. Voilà, le coureur
le coureur américain. Et je pense surtout il y avait de l'ambition ce matin au départ pour lui et un peu la niaque de montrer peut-être à la Soudal Quick-Step qu'ils auraient mieux fait de le conserver, que voilà qu'ils ont pas su l'utiliser, qu'ils savaient pas quoi en faire en gros, mais ça n'a pas si bien fonctionné que ça. Deuxième coureur bonnet d'âne du jour, Dainese. Oui, parce que Dainese, moi vous savez que j'ai des attentes sur ce coureur cette année, en me disant derrière c'est Soudal Quick-Step, ils savent faire des grands trains. Oui, enfin, pas aujourd'hui, pas aujourd'hui parce que ça a été le vrai problème. Déjà, ils ont eu beaucoup de mal quand même à rivaliser, je trouve, avec Visma et Ineos sur la phase entre 5 km de l'arrivée et 3 km de l'arrivée. Et ensuite, ils se sont fait complètement déborder, notamment par NSM, mais notamment par pas mal de coureurs, alors qu'ils étaient plutôt bien en place. Et Dainese, aujourd'hui, il fait 14 ou 15, mais parce qu'il se retrouve très très mal positionné dans la partie finale de ce sprint. C'est bien d'être devant à 8 bornes de l'arrivée, mais si c'est plus pour avoir personne à 2 km, c'est un petit peu compliqué. C'est ce qui s'est passé du côté de la Soudal Quick-Step. On était plutôt bien en place, on va dire à 5 bornes, à 4 km, même si on voyait quand même que Visma et Ineos semblaient à ce moment-là un petit peu plus forts, mais à 2 km, parce qu'ils sont déjà plus là avant le virage. Le virage, il est à 1 km 3, mais pour moi, à 2 km, déjà, c'est compliqué. C'est compliqué pour cette formation. Je pense qu'on manquait de main-d'œuvre un petit peu dans le final. Alors, c'est vrai que aussi, du côté de cette équipe, on a Zana. On jouera peut-être le général. Avec Filippo Zana du côté de la Soudal Quick Step. Hein. On n'a pas que le classement général, que le sprint du côté de cette équipe. Mais c'est vrai que j'en attendais mieux pour emmener Dainese. Et en sachant qu'on avait quand même Casper Pedersen par exemple aujourd'hui, ou un Pascal Enkorn, ou même un Reinderick. Mais dans le Money Time, il n'y avait plus personne pour Dainese qui finit, même plus au-delà de la 14e place, il finit 23e aujourd'hui. Ce qui veut dire il s'est vraiment pas exprimé sur ce sprint. Donc on espère qu'il arrivera à faire mieux sur cette semaine de compétition. Et puis je termine avec Fradheim. Là aussi, du côté de la Uno X, on était bien en place. La Uno X, elle était là aussi, comme la EF, à 6 bornes de l'arrivée. 5 bornes de l'arrivée. Et puis ensuite, ils ont un petit peu disparu. Et c'est vrai que c'est souvent un problème du côté de la Uno X. Ils ont des bons sprinters, mais pour l'instant, ils savent pas vraiment correctement les emmener. On se souvient déjà, il y a 2 ans, d'Abrahamson, qui roulait énormément sur le Tour de France entre 3 km de l'arrivée, 2 km de l'arrivée, pour qu'ensuite Christophe se retrouve complètement seul. Mais c'est vrai que c'est une équipe qui est peut-être pas la meilleure pour le moment pour emmener des sprints. Et or, sur des épreuves du World Tour, il va falloir réussir à être meilleur dans ce domaine-là. Il va falloir réussir à faire un train de meilleure qualité. Aujourd'hui, Fradheim fait seulement 17e de cette étape. Et encore, il profite, encore une fois, des positions perdues par Thor de Gummerstad sur cette journée. Et c'est vrai que le coureur norvégien, on aurait pu s'attendre à mieux, voilà, surtout qu'il a déjà fait des résultats sur des sprints, sur des épreuves de Coupe de France ou voilà, parfois sur des épreuves 1-1 ou des trucs comme ça, mais bon, le Down Under en termes de densité, c'est pas si exceptionnel que ça, tu vois, sur les coureurs qui sont au départ. Donc c'est vrai que je m'attendais à mieux de la part de Stian Fradheim, le coureur de la Uno X, sur ce sprint, mais là encore, mal emmené, je trouve, par ses équipiers. Voilà, à 5 bornes de l'arrivée, les Uno X, ils lancent leur dernière force dans la bataille. Bah oui, mais derrière, il reste encore 4 bornes, et 4 bornes seules, c'est impossible sur un sprint. Donc il aurait fallu être un peu plus efficace, voilà, du côté de la Uno X, mais 3 déceptions. Mais encore une fois, vous vous rappelez qu'on est en tout début de saison et qu'on peut parfois avoir des soucis d'organisation, c'est tout à fait normal à cette période-là de l'année. On regarde tout de suite le classement, je le mets à jour pour vérifier.
le classement, hop là, de l'étape du jour. Vous le voyez, il est à l'écran, il est tout beau. Et il est tout chaud, surtout, donc avec la victoire de Tobias Lund Andresen devant Brennan Walsford, Van Poppel et Tan Vernon qui complètent le top 5. On peut noter quand même la 6e place de Liam Walsh du côté de l'équipe d'Australie, devant Lionel Tamino également, le coureur de la Auto Intermarché. On le repère bien, le maillot de l'Intermarché, hein, dans le peloton. Hein. Le rouge passe très très bien. Autant aujourd'hui, Soudal Quickstep, Alpecin, sur les images d'hélico, c'est pas si facile que ça. Et on voit pas trop le rouge des maillots. On voit le rouge de près, mais pas trop de loin sur les images d'hélico sur la Décathlon. Par contre, je trouve que le maillot de la Lotto, il se repère très facilement. Donc vous voyez Lamperti devant Molano, mais Molano était tout seul pour son sprint aujourd'hui. Finn Fisher Black qui finit dans le top 15 de l'étape, et donc les deux abandons, Van der Meulen et Mayhofer sur cette journée. On voit également que Callum Turney a perdu 44 secondes aujourd'hui sur cette étape. Peut-être une stratégie pour ensuite pouvoir prendre des échappées. Pardon. J'ai eu un petit bâillement. Du côté du classement général, Andresen passe en tête grâce aux 10 secondes de bonification devant Samuel Watson, Ethan Vernon, Zillard et Laurent Pitty. Pierre Gauthera descend la 8e place, toujours premier français. Le classement du maillot des sprinters, Andresen devant Brennan, Walsford et Van Poppel. Guillaume Martin, 11e avec les 6 points pris aujourd'hui au niveau du classement de la montagne. Par contre, c'est simple. C'est Martin Urienstad Bugue qui a pris 15 points. À chaque troisième catégorie, c'était 5 points devant Enzo Palini et Guillaume Martin. Le maillot blanc est quant à lui porté par Matthew Brennan qui est passé devant Michael Leonard. Notamment deuxième à 4 secondes, et au niveau du classement par équipe, c'est la Red Bull Bora qui est devant la Ineos, mais qui sont à égalité de temps. Vous voyez ensuite UAE, Jayco, Decathlon qui complète le top 5. Là, Groupama FDJ United est bonne dernière à 40 secondes. On regarde l'étape de demain du côté de ceux de Nander. Hop là, entre Norwood et Uredla, 148 km, et surtout double passage par le corkscrew et la montée de Ashton en début de journée qui permettra peut-être à une échappée de s'extirper. Donc cette montée de Ashton, et puis ensuite on passera à 2 reprises par le corkscrew, 3 km 6 à 6,7 de moyenne. Je peux vous le montrer tout de suite, le corkscrew. Hop là, vous voyez. Donc le premier kilomètre 600 est pas très compliqué, et ensuite ça grimpe énormément entre 1 km 6 et 3 km 2, notamment sur 600 mètres, 11,4% de moyenne. Mais vous voyez que pendant ce kilomètre 600, eh bien ça va être costaud. Donc là, 800 mètres, pardon, hein. J'ai dit 600 mètres, 800 mètres à 11,4% et 800 mètres à 8, donc en réalité, ça ferait quasiment 1 km 6 à 10%. Donc vraiment, se méfier de ce passage-là, et puis ensuite, c'est un petit peu plus facile sur le sommet, mais se rappeler quand même qu'après le dernier passage sur le corkscrew, on a 13 km d'un passage en montée, faux plat montant. Il y a vraiment que les 3-4 derniers kilomètres qui sont en descente, et pas une descente très prononcée non plus pour cette étape du Uredla. On regarde un petit peu le parcours, vous l'avez à l'écran ici. Donc passage par le corkscrew, on passera dans ce sens-là, tac, descente ensuite derrière pour rejoindre Uredla, et la ligne d'arrivée, il faudra faire attention au dernier virage, parce que ces derniers virages se situent en descente. Comme vous pouvez le voir, hein, les 4 derniers kilomètres, vous avez 2 descentes avec un petit passage de plat entre 2 km de l'arrivée et 1 km 5, mais le dernier kilomètre et demi, il est en faux plat descendant. En cas de sprint en petit comité, ça va avoir son importance. Je pense qu'il faudra se méfier d'un Narvaez, il faudra se méfier de coureurs comme ça qui ont une pointe de vitesse. Pourquoi pas également un Corbin Strong demain, qui je pense est capable de passer cette difficulté. Donc il faudra se méfier de ces coureurs-là pour la journée de jeudi. On regarde la météo.
Faire attention, un vent assez fort de sud-est du côté de cette étape, avec une température à 23 degrés, mais vous voyez encore un indice UV extrême à 13. Donc beaucoup de soleil, mais faire attention au vent du côté de cette étape, qui sera assez... voilà, qui sera entre 20 et 30 km/h, donc il faudra vraiment faire attention à ces rafales de vent, de sud-est du côté de cette étape, parce que ça veut dire qu'elles seront plutôt défavorables, c'est ce vent de sud-est sur la deuxième partie de parcours, donc ça va peut-être un petit peu cadenasser la course, et ça veut dire également qu'il sera plutôt de face, face côté, mais défavorable ce vent dans la ligne droite finale, puisqu'il va taper comme ça. Donc vous voyez, un petit peu défavorable normalement, si j'ai bien compris où se situait la ligne droite finale de cette étape. Eh bien, nous, on se retrouve demain. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. La présentation de la barre de Annie en ligne, voilà, vous pouvez déjà la retrouver depuis 17h. Et puis, mais on se retrouve demain pour faire le débrief de cette étape numéro 2. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.